Salut YouTube, aujourd'hui on attaque un sujet extrêmement important, le sujet des équations polynomiales du second degré. Alors, en fait il y a plusieurs façons d'approcher ça, mais je pense qu'à un moment donné, il faut être violent. Donc on va aller dans la violence et on va l'affronter de façon brutale, de façon bourrine, on va faire des gros calculs. Voilà. Donc, c'est clair et net, il n'y a pas de trop de subtilité. Là, on va aller dans des gros calculs. De temps en temps, ça fait du bien. Alors, par contre, juste pour vous motiver, il faut savoir que à chaque fois que vous voyez des trajectoires de projectiles, hein, par exemple, vous lancez un ballon, boum, ça fait comme ça. D'accord? Et ça, c'est pareil si vous avez un tuyau d'arrosage, si vous avez n'importe quoi sur une planète qui a une force gravitationnelle. L'objet, il monte, il atteint un maximum et il redescend. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paraboles, c'est partout. C'est absolument partout. C'est absolument fondamental. Donc c'est pour ça que il faut être ultra bourrin là-dessus, être capable de triturer les paraboles dans tous les sens, de les calculer de toutes les manières possibles et imaginables. Mais vous le savez, je dis toujours qu'il faut axer selon les trois modes, le mode verbal, le mode formel, le mode graphique, et c'est toujours valable même ici. Donc ne vous inquiétez pas, on va pas avoir que la partie calcul bourrin, mais il faut être capable de faire des calculs bourrins. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez faire aussi des dessins qui vous permettront de visualiser les solutions, de vérifier si vous n'êtes pas trompé, et ainsi de suite. Alors on va commencer sans plus tarder par l'approche des trinômes de second degré, c'est les polynômes de la forme ax carré plus bx plus c. Alors c'est souvent comme ça que c'est présenté, et moi je vais vous les présenter de la manière suivante. A0 plus A1x plus A2x carré. Cette façon de présenter, c'est une façon de présenter qui se rapprochera de ce que vous verrez dans le supérieur quand on va généraliser, mais surtout dès maintenant vous pouvez voir que, bah oui, on peut imaginer ça comme une suite de coefficients, parce que c'est exactement comme ça que c'est traité dans les logiciels, et du coup, eh ben, on retrouve nos petits en disant, ben voilà, c'est de k égale 0 jusqu'à 2, des a indice k, x puissance k. Et donc là, à partir de là, c'est très facile d'imaginer qu'est-ce qui se passerait si au lieu d'aller jusqu'à 2, on irait jusqu'à 3, ou jusqu'à 4, ou jusqu'à 5, et ainsi de suite. Maintenant, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, hein, les courbes que je vous ai dit qui étaient des trajectoires paraboliques, c'est la vérité. Alors bien sûr, il y a aussi d'autres trajectoires. Si on étudie le signal lumineux, si on étudie le signal sonore et ainsi de suite, on va avoir plutôt des sinusoïdes, etc. D'accord? Mais il n'empêche que la physique gravitationnelle, c'est beaucoup la trajectoire des projectiles, c'est beaucoup des paraboles. Donc ça reste quand même quelque chose de relativement important. Ok? Donc une première approche, ça va être de se poser comme question de, justement, puisqu'on a dit que la représentation graphique, ça allait faire un truc comme ça, alors on va voir qu'il y a aussi d'autres courbes, mais ce qui va nous intéresser, par exemple, hein, typiquement, et ça c'est historique et c'est concret, au XVIIIe siècle, notamment le français Étienne Bézout, eh bien, on lui a demandé, pour étudier la balistique, donc c'est-à-dire la trajectoire des boulets de canon, de savoir calculer ce genre de choses pour pouvoir déterminer justement quelle est l'abscisse du sommet. Quelle est l'abscisse x0, ou qu'on va appeler alpha d'ailleurs, vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Quelle est l'abscisse alpha qui permet de savoir le maximum? C'est-à-dire qu'on peut déjà, même si on n'a pas donné la forme, on peut imaginer que on a un maximum tel que f de alpha égale, on va l'appeler souvent bêta, hein, parce qu'on n'est pas très originaux. Voilà, donc on a un maximum. Un maximum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par définition, eh ben, quelle que soit la valeur de x, on aura que f de x sera inférieur ou égal à la valeur de ce maximum. Parce que si on est là, par exemple, on aurait un x1 comme ça, ou tiens, si je veux appeler x1, je vais l'appeler plutôt hop, comme ça, si on est ici, x1, et si on est là, x2, ou l'inverse plutôt, puisque x1, on va dire qu'il est plus petit que x2, eh ben, on aura la garantie qu'il est plus petit que cette valeur-là. D'accord? Bon. Autre chose qui va être important, c'est que on va revenir sur les notions d'identité remarquable. Alors, on va y aller dans le bourrinage, mais vous voyez déjà qu'on peut avoir une visualisation, on peut avoir une motivation à comprendre ça. Donc le but, c'est pas d'apprendre par cœur les formules, c'est de comprendre que vous avez des moyens de visualiser ça, et que, oui, il va y avoir beaucoup de calculs, mais en fait, si vous rentrez dans le combat, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va vous plaire. Voilà. Mais on y va, allez, c'est parti. Donc on a ax carré plus bx plus c. Et ce qu'on va chercher à faire, en fait, c'est la chose suivante.
Si, si on a un maximum de cette manière-là, ça veut dire que forcément, puisque je vous l'ai dit, ça retombe, hein, le schéma, ça part du sol, il y a je sais pas, l'emplacement du lanceur, du projectile, et le projectile atteint son maximum, et après il retombe sur le sol. Donc on a ces deux valeurs-là, et ça c'est l'intersection avec l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que c'est des valeurs telles que, par exemple, si je les appelle x1 et x2, telles que f de x1 va être égal à 0, et aussi f de x2. On appellera ça les racines de notre polynôme. Alors ça c'est une des configurations, c'est la configuration naturelle, hein, comme je vous l'ai montré, comme vous pouvez faire comme vous pouvez en faire l'expérience dans la vie de tous les jours, mais il va y avoir d'autres configurations. En fait, en tout, il y a 6 configurations pour les paraboles. Alors nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est se ramener à des équations produits nuls, celles que vous aviez vues en troisième. C'est ça le but. Et donc pour ça, on va vouloir faire intervenir, puisqu'on est au carré, on va vouloir faire intervenir les identités remarquables. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser par A. Donc factoriser par A, donc là on force la factorisation. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui est factorisé par A sauf celui-là. Mais en fait, on peut toujours forcer une factorisation, il suffit dans la parenthèse, de diviser par le facteur qu'on a forcé. Donc là, c'est vraiment la technique du gros forceur. On a dit, voilà, boum, on met un A. Alors vous pourriez me dire, oui, mais tu n'as pas précisé que A est différent de 0. Mais oui, mais si A est égal à 0, on ne serait pas ax carré plus bx plus c, parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas de x carré, donc du coup, on ne serait pas dans un polynôme du second degré. D'accord? Mais effectivement, par souci de rigueur, il faudrait dire A est différent de 0. Donc ça, c'est toujours notre f de x. Ok? J'ai pas mis pour l'instant les A0, A1 et A2 parce que ici il va y avoir plein de calculs, donc je ne veux pas mélanger les symboles, puissance, exposant, indice, etc. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai gardé le classique ax carré plus bx plus c. Et puis pour les gens qui connaissent ça, quand ils vont voir ce qu'on va obtenir quand on va parler du discriminant, ils vont retrouver leur petit, et voilà. Ok, donc maintenant on va localement s'intéresser juste à la partie qui est dans la parenthèse. Cette partie-là, je rappelle qu'on voudrait une factorisation. Et comme on est du degré 2, bah une factorisation, en fait, on voudrait un truc du style x moins x1, facteur de x moins x2. C'est ça qu'on voudrait, en fait. C'est ça qu'on cherche, en fait. Et là, ce truc-là, bah, si je vous dis qu'en fait, on peut l'appeler moins 2 alpha, b sur a, c'est moins 2 alpha. Et le alpha, je ne l'ai pas appelé n'importe comment, c'est le alpha qui est là. Mais on va le prouver. Bah, du coup, on voit que ça fait x carré moins 2 alpha x plus c sur a. Si on oublie momentanément le c sur a et qu'on se concentre sur cette partie, normalement, ça devrait vous faire penser à a au carré moins 2ab, qui est le début de l'identité remarquable où d'habitude il y a plus b au carré. Mais là, il n'y est pas, donc ça veut dire quoi? Si on avait le b au carré, on pourrait dire c'est a plus b le tout au carré. Et bien donc du coup, ce serait génial, on aurait déjà la factorisation. Sauf qu'on l'a pas, donc ça veut dire qu'en fait, il n'est pas de ce côté le b carré. Il est de l'autre côté. Et là, c'est facile d'identifier, de dire, bah oui, a au carré, ça a l'air d'être x au carré, donc a ce serait x. Et ici, le 2ab, bah, ça a l'air d'être alpha pour b, quoi. Donc on a envie de dire, bah ouais, en fait, c'est x moins alpha au carré. Sauf que on n'a pas le b au carré, donc il faut le retirer. D'ailleurs, j'ai mis un plus, si c'est évidemment un moins. Donc on retire ce alpha au carré. Et par contre, on n'a pas oublié celui-là, plus c sur a. Bon, sauf que le alpha, il est bien gentil. Là-dedans, on va le garder comme ça, mais ici, on va le remettre sous cette forme-là. Donc si on a que b sur a, c'est moins 2 alpha, alors on en déduit que alpha, c'est moins b sur 2a. C'est ce qu'on va mettre ici. Voilà. Et ici, moins b sur 2a, le tout au carré. Plus c sur a. Alors vous êtes d'accord que si je fais moins a plus b, c'est pareil que si je fais b moins a. D'accord? Donc, justement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le c à gauche et je vais mettre le moins à droite. Et donc ce truc-là, ça va être égal à x moins alpha au carré plus c sur a moins... Et là, je vais développer ce qui est là-dedans, donc ça va faire b carré sur 4a carré. Et là, je vais mettre ça au même dénominateur. Et je vais avoir x moins alpha au carré plus... Là, pour mettre au même dénominateur, c'est 4a carré. Là, j'avais a, donc je vais devoir multiplier par 4a. Et donc ça va faire 4ac moins b carré sur 4a carré. Et là, encore une fois,
ce que je vais faire, c'est que au lieu d'avoir un plus ici, je vais mettre un moins, c'est-à-dire que je vais multiplier tout par moins 1. Pourquoi? Parce que la troisième identité remarquable, c'est a au carré moins b au carré, tout simplement. Donc j'ai envie de voir ça comme moins quelque chose au carré. Donc je mets le moins ici, donc ça permute, celui-là qui avait un moins, il va avoir un plus, donc ça va faire b au carré, et celui-là qui avait un plus, il va avoir un moins, et ça va faire moins 4ac sur 4a au carré. Et je rappelle que 4a au carré, ce n'est rien d'autre que 2a au carré. Donc c'est-à-dire que le dénominateur, c'est déjà un carré, donc il n'y a que le numérateur. Si le numérateur, c'est un carré, on sera bien sous la forme a carré moins b carré, et si c'est pas un carré, eh bien on sera grillé. Et bien c'est justement ça qui va permettre de discriminer les cas, et c'est pour ça qu'on va l'appeler le discriminant. On va appeler delta égale b carré moins 4ac. Parce que c'est lui qui va discriminer les différentes situations. Alors on va revenir à ce qu'on avait, tout le travail qu'on a fait, c'est par rapport à cette partie-là. Eh bien on va l'injecter, d'accord? Donc ici, on va réécrire notre truc, f de x, c'est égal à a facteur de tout ce qu'on avait là-bas, et donc on avait x moins alpha au carré, moins delta sur 2a au carré. Et donc c'est là qu'on va distinguer deux cas. Premier cas, si delta est positif, alors delta égale racine de delta au carré. Et donc ici, on va pouvoir voir un carré, c'est-à-dire qu'on va avoir x moins alpha au carré moins racine de delta sur 2a, le tout au carré. Et c'est donc bien une identité remarquable. Donc on va pouvoir factoriser, donc on va avoir des racines. On va avoir, et maintenant je vais remettre alpha sur son expression. Alpha, je rappelle que c'était moins b sur 2a. Et donc ici, ça nous fait a facteur de x moins b sur 2a. Et c'est pour ça que je le mets, parce que là aussi on a du 2a. Facteur. Alors attendez, on va mettre d'abord ça comme ça. Voilà. Voilà. Et maintenant on a a au carré moins b au carré. Donc on va faire a plus b à moins b. Et donc ça va nous faire x moins b sur 2a moins racine de delta sur 2a facteur de x plus moins b sur 2a plus racine de delta sur 2a. Donc ça, puisque c'est déjà sur 2a, on va mettre un seul trait de fraction et ça va nous faire x moins b, là on a un moins en facteur, plus racine de delta sur 2a facteur de x. Là on n'a pas de moins mais on va forcer le moins, et donc ici ça va faire moins, ici on va avoir plus b, et ici on va avoir moins racine de delta sur 2a. Ok? Voilà, donc on avait a moins b, ce qu'on a écrit ici, facteur de a. D'ailleurs, pardon, ici, c'est pas plus ici, si c'est moins, voilà, et du coup, ça fait bien moins ici, d'accord? Parce que c'est tout ça, c'est a, hein, on a le moins qui est là, tout ça c'est a, et tout ça c'est b. Donc ça devient a, je remets la parenthèse ici, moins b, a plus b, ok? Donc on a bien ça. Et bien justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser x1 égale moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et donc c'est ça nos deux racines. Alors attention, ça ne marche que si delta pardon, est positif. Si delta est négatif, ben c'est mort. Donc si delta est négatif, on n'aura pas de racine. Donc c'est-à-dire qu'on n'aura pas de factorisation. Ok? Donc concrètement, prenons un exemple. Si on prend f de x égale x carré moins 3x moins 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, c'est on va calculer le discriminant pour savoir si on est des racines ou pas. Donc, le discriminant, je rappelle, c'est b carré moins 4ac. Donc, du coup, ça va être égal à moins 3 au carré moins 4 fois... Donc, a, il n'y en a pas, c'est 1. Et ici, c'est moins 4. Et moins 4 fois moins 4, ça fait plus 4 au carré. Donc, ça nous fait 9 plus 16. Et 9 plus 16, ça fait 25, c'est-à-dire 5 au carré. Donc, c'est bien un nombre positif.
Donc maintenant on a les racines, x1 ça va être moins b moins racine de delta, ah là j'ai mis plus, bon on va mettre plus racine de delta sur 2a, sachant elles sont symétriques, hein, de toute façon on va le voir tout de suite, et ici ça va faire donc moins b, donc b c'est moins 3, donc ça fait plus 3, racine de delta, puisque delta c'est 5 au carré, racine de delta c'est exactement 5, sur 2a, a c'est 1, donc sur 2. Donc ça fait 3 plus 5, 8, 8 sur 2, ça fait 4. Voilà, et on calcule x2, bah c'est quasiment le même calcul, sauf que ça fera 3 moins 5 sur 2. Et 3 moins 5, ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc on a deux racines, et donc on peut, comme ça, tracer comme ça, et donc du coup, ici on va avoir une racine en moins 1, voilà, et ici on va avoir une racine en 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Par contre, attention, on va pas avoir un maximum, mais on va avoir un minimum, on va le calculer, parce que ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a dit que alpha c'était moins b sur 2a. Bon, ben, moins b ça fait plus 3, et 2a ça fait 2, d'accord? Donc 3 demi, donc ça fait 1,5, donc là on est à 1, et on a 3 demi qui est là. Ok. Mais surtout, on avait dit que alpha il était tel que f de alpha égale bêta. Dans la représentation que j'avais fait, c'était un maximum. Là, on va voir qu'en fait, c'est un minimum. On va calculer. Si on calcule f de alpha, au passage, on va remettre la forme qu'on avait là-bas. C'était ce qu'on appelle la forme canonique, hein, quand on avait ça. X moins alpha au carré, moins delta sur 4a carré. D'accord? Donc ça, on peut toujours le faire. Et d'ailleurs, au passage, si on distribue un tout petit peu, on peut remarquer que ça fait toujours, hein, pour l'instant, je n'ai pas remplacé alpha par les valeurs. Ici on a a, ici on a a au carré, donc on peut simplifier, ça fait delta sur 4a. D'accord? Donc si on remplace x par alpha, ben, ce truc là ça fait 0, hein. Alpha moins alpha ça fait 0 toujours, et 0 au carré ça fait 0, et il faut n'importe quoi, ça fait 0 quand même. Donc en fait f de alpha est toujours égal à ça, à moins delta sur 4a. Donc c'est à dire que bêta c'est exactement moins delta sur 4a. Et donc si on applique concrètement, vu que le delta on a déjà calculé, un delta on a vu que c'était 5 au carré, dans notre cas particulier, donc on peut calculer, et bêta je l'ai calculé, alpha je l'ai calculé ici, voilà, donc c'est f de 3 demi, ça fait exactement moins delta, donc c'est-à-dire moins 5 au carré sur 4 fois 1, donc sur 4. Donc ça fait moins 25 sur 4. Et moins 25 sur 4, ben c'est négatif. 25 sur 2, ça fait 12,5. Donc ça fait 6,25, ça fait moins 6,25, bon ça ferait par là quoi. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur GeoGebra. Je cherche juste un onglet pour qui soit libre. Ah oui, on va prendre celui-là. Voilà, on va prendre celui-là et on va aller sur GeoGebra. Voilà, donc on va tracer deux choses. On va tracer y égale, donc a c'était 1, x moins alpha, alpha c'était 3 demi. Voilà, au carré. Et on a dit que c'était moins 25 sur 4. Et vous voyez qu'on a cette courbe-là. D'accord? Maintenant, je vais l'effacer et je vais lui demander de tracer y égale x carré moins 3x moins 4. Et vous voyez que c'est la même. D'accord? F et G, ce sont les mêmes. Ok? Si je mets des couleurs différentes pour que vous puissiez bien visualiser, vous allez voir que ce sont rigoureusement les mêmes. Si je mets celle-là en rouge, vous voyez que on passe de... pardon, c'est pas celle-là que je voulais mettre en rouge, celle-là je vais la remettre en bleu, et je vais mettre celle-là en rouge. Voilà, et là on voit bien qu'elles se superposent, c'est la même courbe en fait. Donc ça c'est ce qu'on va appeler la forme canonique, et ça c'est ce qu'on va appeler la forme développée. Voilà. Donc du coup, maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est que si on revient à la forme générale, d'accord, je vous ai donné un exemple numérique pour que vous puissiez voir concrètement comment est-ce qu'on calcule ça. Donc ça, c'est la forme développée. Et là, on a la forme canonique qui est toujours de la forme x moins alpha au carré plus bêta. Hein, je rappelle que bêta, c'est moins delta sur 4a. Et vous pourriez me dire, oui, mais on va pas faire tout l'alphabet grec. Oui, mais sauf que des fois, c'est avantageux d'écrire avec delta, des fois, c'est avantageux d'écrire avec bêta. Parce que ici, on n'a qu'un seul symbole à écrire. Et là, dans ce cas-là, sous la forme canonique, c'est pas le discriminant qui nous intéresse. Là, c'est pas les racines qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est que bêta, c'est un nombre. C'est un nombre fixe. La variable, elle est là. Donc en fait, on va renverser la perspective. On va écrire que c'est bêta, la valeur fixe,
plus a facteur de x moins alpha au carré. Ça, c'est un carré, donc c'est toujours positif. On a la garantie que c'est positif. Ça, on se fiche de son signe. Par contre, le signe de a, il va être crucial. Si a, il est positif, qu'est-ce qui va se passer? Bah, si a, il est positif, forcément, cette quantité-là, elle sera inférieure à bêta. Et oui, c'est obligatoire. Pardon, cette quantité-là, elle sera supérieure à bêta. Si a est positif, pourquoi? Si a est positif, qu'est-ce qui va se passer? Bêta plus a facteur de x moins alpha au carré sera toujours supérieur ou égal à bêta. Ben oui, parce que ça c'est un carré, donc c'est positif. Si a est positif, le produit de nombres positifs c'est positif. Donc si on a une quantité fixe à laquelle on ajoute un nombre positif, ben c'est plus grand. Ou si vous préférez, pour que ça soit plus clair, on va l'écrire dans l'autre sens, en disant que bêta tout seul, c'est plus petit. Hop. Bêta tout seul, c'est plus petit que bêta plus une quantité positive. Et ça, c'est la définition d'un minimum. Et c'est exactement ce qu'on a observé ici. Si on met y égale moins 25 sur 4, bah, c'est bien la valeur minimale, parce que la courbe est toujours au-dessus de ça. Et si à contrario, a est négatif, bah, ce sera l'inverse. Donc c'est pas un truc qu'il faut apprendre par cœur, il faut juste écrire la forme canonique et regarder. Si a est négatif, dans ce cas-là, c'est pas qu'on ajoute quelque chose, c'est qu'on retranche quelque chose. Donc dans ce cas-là, bêta il sera toujours plus grand que bêta moins une quantité négative. Ok? Et on peut le voir très facilement. Si je fais, au lieu d'avoir ça, je mets un moins devant, ben voilà, c'est son jumeau. Ok? Alors par contre, si je veux que ça soit un peu mieux, je vais mettre ça comme ça, et voilà. Parce que évidemment, si le maximum est négatif, ça veut dire que votre courbe elle est totalement négative, et donc du coup, elle n'aura jamais de racine. Hein. Ok? Donc, on a nos 6 paramètres qui vont nous permettre de déterminer les différentes configurations. On va jouer sur les delta. En fait, on va jouer sur les A positif, A négatif. Et ensuite, on va jouer sur les delta. Et delta, il y en a 3, parce qu'il y a delta négatif, il y a delta égal à 0, et il y a delta supérieur à 0. Alors j'avais écrit supérieur ou égal à 0, parce que bah oui, ça a marché, supérieur ou égal à 0. Racine de 0, ça fait 0. Donc dans ce cas-là, le terme de racine de delta disparaît. Donc graphiquement, qu'est-ce qu'on va avoir? Dans le cas où on a delta qui est négatif, ça veut dire qu'on n'a pas de racine. Donc si on n'a pas de racine, il y a deux configurations. Soit le minimum est au-dessus de l'axe des abscisses, donc ça veut dire que toutes les valeurs sont strictement positives. Ben, c'est exactement cette configuration-là. Vous avez votre axe des abscisses qui est là, et vous avez votre parabole qui est comme ça. Elle va jamais toucher l'axe des abscisses. Donc elle va jamais le traverser. Donc il n'y a pas de racine. Autre configuration possible, si vous avez un maximum, ben c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, si le maximum il est négatif, on va jamais toucher l'axe des abscisses. Maintenant, si delta est égal à 0, ben ça va être le point de contact. On va avoir un seul point de contact avec l'axe des abscisses. Et du coup, ben ça c'est le cas où c'est un minimum. Donc elle est toujours positive ou nulle. Positif, ça inclut 0. Et donc, on va toucher l'axe des abscisses en 0, mais ça restera que des valeurs positives. Ou alors c'est l'inverse. On va toujours, et j'ai mis à droite, mais ça peut être à gauche aussi. Hein. Et enfin, il y a le cas qui nous intéresse le plus. D'abord, le cas qu'on retrouve ici comme ceci, hein, celui qu'on avait dessiné en premier. Et puis après, il va y avoir le cas le plus naturel, en fait, des trajectoires des projectiles, ça va être ce cas-là. D'accord? Donc dans ces deux cas, on va avoir les intersections et on va avoir deux racines. Ok? Donc ici, c'est 0 racine. Là, c'est une racine double. C'est pas RCA, c'est RAC. Voilà, une racine double. Pourquoi double? Parce que si vous appliquez la formule pour les deux racines, vous allez vous apercevoir que c'est la même. Hein, parce que si on fait moins b plus racine de delta avec delta vaut 0, ça fait moins b plus 0. Et moins b moins racine de delta, si delta vaut 0, moins b moins 0. Donc ça fait moins b dans les deux cas. Et ici, deux racines distinctes.
Donc encore une fois, on a la liaison entre les calculs, le graphique et le verbal, hein, avoir une racine double, avoir une racine simple, etc. etc. Ok, donc prenons un exemple où delta va être négatif. L'exemple le plus simple du monde, x carré plus x plus 1. Ok. Au passage, si on fait la petite astuce qu'on avait vue par rapport à les suites géométriques, la somme des termes d'une suite géométrique, ici c'est le cas, c'est de k égale 0 jusqu'à 2. On applique notre formule, ça fait exactement 1 moins x à la puissance 3 sur 1 moins x. Donc ça veut dire au passage qu'on a x cube moins 1 qui est égal à x moins 1 facteur de f de x. Voilà. Bon, ça c'était juste une petite parenthèse. Hop. Donc là, si on veut savoir les racines, on calcule delta. Déjà, on sait que a il est positif, donc on sait qu'on va avoir un minimum. D'accord? Donc on calcule delta. Delta, ça me fait b carré moins 4ac. Bon là, c'est facile puisque a, b et c sont égaux, ils valent 1. Donc ça fait 1 moins 4. Et donc c'est négatif, ça fait moins 3. Donc il n'y a pas de racine. Et comme il y a un minimum, ça veut dire que la parabole elle est tout le temps au-dessus de l'axe des abscisses. Là, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de décrire la forme canonique. Donc la forme canonique, ce sera x plus 1 demi au carré. D'accord? Parce que quand on a 1, en fait, c'est le double d'un demi, auquel il faut retrancher le 1 demi au carré, et auquel on a ajouté 1. 1 demi au carré, ça fait 1 quart, donc moins 1 quart à 1, ça fait 3 quarts. Donc ça nous fait f de x égale x plus 1 demi au carré plus 3 quarts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sommet de la parabole, ses coordonnées, ça va être moins 1 demi, ça c'est le alpha, et 3 quarts, ça c'est le bêta. On peut faire la représentation graphique. On fait y égale x carré plus x plus 1. Donc voilà. Alors on va enlever les autres pour qu'on y voit un petit peu plus clair. On va enlever ça aussi. Voilà, donc on voit bien que notre minimum, il est atteint en y égale 3 quarts. Et pour la valeur x égale moins 1 demi. Voilà, donc on a, c'est pas moins 1 tiers, c'est moins 1 demi. Hop. Voilà, donc on a notre sommet de la parabole que j'ai appelé S, qui a pour coordonnées moins 1 demi, 3 quarts. Voilà. Ok. Voilà. Après, qu'est-ce que vous êtes censé savoir faire par rapport à ça? Étudier le signe d'une fonction polynôme. Ben oui, du coup, comme on sait qu'elle est soit comme ça lorsque a est négatif, lorsque a est positif, pardon, et qu'elle est comme ça lorsque a est positif, on va avoir soit une fonction décroissante puis croissante, soit une fonction croissante puis décroissante. Donc on aura les valeurs de x, ici on va avoir la valeur centrale, ce sera alpha, donc c'est-à-dire moins b sur 2a, et ensuite on aura plus l'infini. Donc dans le cas où a est positif, ça va faire comme ça, puis comme ça. Dans le cas où a est négatif, ce sera l'inverse. Comme ça, puis comme ça. Mais dans tous les cas, la valeur centrale sera bêta. Au passage, on peut remarquer que ici, on a un axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est x égale alpha. C'est facile parce que si on écrit f sous sa forme canonique, donc c'est-à-dire x moins alpha au carré plus bêta, en fait, on peut facilement repérer que si on est à une distance, donc on trace notre parabole, peu importe qu'elle ait un sommet qui soit un minimum ou un maximum, on s'en fiche, on a notre axe de symétrie qui est là. On le sait qu'on a un axe de symétrie. D'accord? Maintenant, on veut le démontrer, parce qu'il ne suffit pas de dire oui, on a un axe de symétrie parce qu'on le voit. Non, on le voit, ça nous donne une indication, mais maintenant, si on veut le prouver, il faut le calculer. Donc ça, c'est alpha. D'accord? C'est x égale alpha. Bon. En fait, dire qu'on a un axe de symétrie, ça veut dire que si on s'éloigne d'une certaine quantité, donc c'est-à-dire alpha plus un petit truc qu'on va appeler x1, et si on s'éloigne de la même quantité, donc cette fois c'est alpha moins x1, on doit avoir la même image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer f de alpha plus x. F de alpha plus x, ça fait quoi? Ça fait a facteur de alpha plus x moins alpha, donc le alpha va disparaître, plus bêta, donc ça fait exactement a facteur de
x carré plus bêta. Et maintenant, donc ça c'était celui-là. Donc on a calculé son image. Et maintenant on va calculer l'image de f de alpha moins x. Et bien ça va faire donc alpha moins x moins alpha le tout au carré. Alpha moins alpha ça s'en va, mais moins x au carré ça fait encore x carré. Donc on voit bien qu'on a la même image. F de alpha plus x égale f de alpha moins x, et c'est rigoureusement égal à ax carré plus bêta. Donc ça c'est la preuve que la parabole admet un axe de symétrie, que son axe de symétrie c'est x égale alpha. Dans le cas particulier où a égale 1, b égale c égale 0, on retrouve f de x égale x carré, la fonction carré qui est la fonction de référence, qui a pour axe de symétrie l'axe des ordonnées. Ce qui fait que c'est une fonction qui est paire. D'accord? Parce que dans ce cas-là, ben, alpha, il vaut quoi? Il vaut 0 alpha. Donc f de alpha plus x, c'est f de x, et f de alpha moins x, c'est f de moins x. Et on sait que dans une fonction paire, c'est justement la propriété f de x égale f de moins x. En fait, si vous voulez, les paraboles générales, c'est si on changeait de repère pour se mettre en x égale alpha, elles seraient toutes des fonctions paires. Donc voilà pour les histoires de symétrie. Donc on a tout dit, forme factorisée, on l'a fait, racine. Alors il y a une petite chose qu'on peut remarquer, c'est que quand on a, donc on se remet dans le cas où on a delta qui est positif. Donc dans ce cas-là, on a deux racines, on a moins b plus racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a. Si on se remet sur un graphique, on peut facilement comprendre que si l'axe de symétrie il est là, les racines, elles vont être, par définition de la symétrie, à la même distance. Et je rappelle que alpha, c'est moins b sur 2a. Donc ça, si on le réécrit, ça revient à dire que c'est alpha plus racine de delta sur 2a. Donc ça correspondrait à notre petit truc qu'on rajoute. D'accord? On va l'appeler x0. Et là, c'est x2. Donc c'est-à-dire que x1 est égal à alpha plus x0. Et x2 est égal à alpha moins x0. D'accord? Donc là, on aurait x1 par exemple, et là, on aurait x2. Ok? Donc, un calcul qui serait intéressant de faire, c'est de faire x1 plus x2. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, c'est alpha plus x0, et l'autre, c'est alpha moins x0. Donc, si on fait la somme des deux, les x0 vont s'en aller. On se retrouve avec 2 alpha. Donc, c'est-à-dire concrètement moins b sur a. Et un autre truc qui serait intéressant aussi, c'est que si on a a plus b, a moins b, ça fait identité remarquable. x1 fois x2, on se retrouve avec alpha moins x0, alpha plus x0, ça fait alpha carré moins x0 carré. Je rappelle que x0 c'est racine de delta sur 2a. Donc ça nous fait alpha carré moins x0 au carré, autrement dit ça nous fait moins b sur 2a au carré moins racine de delta sur 2a au carré. J'ai oublié un 2 ici. Le dénominateur c'est le même, donc on peut déjà l'écrire, c'est 4a carré, et là on se retrouve avec b carré moins delta. Mais delta, je vous rappelle que c'est b carré moins 4ac, donc ça fait b carré moins b carré moins 4ac. Donc les b carrés vont se supprimer. Et donc il va rester quoi? Il va rester 4ac sur 4a carré. Donc on va encore pouvoir simplifier par 4a, et ça nous fait au final c sur a. Autrement dit, la somme des racines, c'est égal à moins b sur a, et le produit des racines, c'est égal à c sur a. Donc en particulier, si a il vaut 1, ça veut dire que le polynôme x carré plus bx plus c, en fait, on pourrait l'écrire comme, si ça on l'appelle s et ça on l'appelle p, d'accord, s comme somme et p comme produit, ça fait x carré moins p, non pardon, moins s, x plus p. Voilà la liaison entre les coefficients du polynôme et les racines du polynôme. Au passage, on peut aussi interpréter ça de façon purement géométrique, si vous vous rappelez que lorsque vous avez un rectangle, le périmètre du rectangle, c'est longueur plus largeur fois 2, et l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur.
Donc si on imagine les racines du polynôme, par exemple, imaginons qu'on choisisse les racines, je sais pas moi, si on reprend celle qu'on avait, c'était -1, je crois, et 4. D'accord? Alors non, -1, c'est pas très pertinent parce que si on veut faire ça, une application géométrique, un rectangle, c'est dimension, longueur et largeur, ça doit être des nombres positifs. D'accord? Donc on va prendre par exemple, on peut construire de toute façon un polynôme, on peut dire qu'il a comme racine x1 est égal à 1 et x2 égale 2, même si on a envie. Hein. C'est pas interdit. On prend a égale 1 pour que ça soit un polynôme unitaire, et donc on a x-1 facteur de x-2. Hein. Ça fait bien un polynôme du second degré. Hein. Si on distribue, ça fait bien x carré, moins 2x moins x, moins 3x, plus 2. Voilà. Et on peut le refaire à l'envers si on refait le calcul de delta pour vérifier que ça marche. Donc ça nous fait b carré moins 4ac. Donc du coup ça nous fait moins 3 au carré, moins 4 fois 2. Et donc du coup ça nous fait 9 moins 1, 9 moins 8, pardon. Et donc ça fait donc c'est bien un discriminant positif, et on peut retrouver les racines de cette façon-là en disant que ça fait moins b, donc c'est-à-dire 3. 3 moins 1 sur 2, donc ça nous fait 3 moins 1, 2, 2 sur 2 ça fait 1, donc on retrouve cette valeur là, et x2 égale 3 plus 1 sur 2, et donc ça fait 4 sur 2, donc 2, et donc on retrouve cette valeur là, voilà, ok. Donc maintenant, si on a ces deux valeurs là, on peut identifier ça géométriquement comme étant un rectangle de largeur 1 et de longueur 2, alors on a les relations suivantes, à savoir que 1 plus 2, c'est le demi-périmètre, d'accord. Donc c'est périmètre sur 2, pardon. Voilà, périmètre sur 2. Alors du coup, oui, ça peut porter à confusion, parce que là, c'est P, tout à l'heure c'était P pour produit, là c'est P pour périmètre, ok. Et 1 fois 2, c'est exactement l'air, ok. Donc l'air, on sait que c'est 2, et le périmètre, ben, on sait que c'est 3 fois 2, donc 6. Ok. Donc les racines de notre polynôme, c'est les dimensions de ce rectangle. Voilà, voilà. Donc une autre façon d'interpréter ça géométriquement. Je pense qu'on a fait le tour de la question sur les polynômes du second degré. Choisir une forme adaptée, développer réduit, donc c'est ce qu'on a vu au tout début. Forme canonique, on l'a vu. Factoriser, on vient de la voir. Voilà, factoriser un polynôme du second degré, voilà, voilà. Après, évidemment, si on sait que notre polynôme il a deux racines parce que pour x ou y raison, soit par des considérations graphiques, parce que par exemple, si on sait que le minimum il est négatif, ben forcément, puisque si c'est un minimum, ça veut dire que la courbe elle est de cette manière-là, ces branches-là elles montent jusqu'à l'infini. Donc si le minimum il est négatif, forcément, c'est qu'il est passé une première fois sous 0 et qu'il repassera par-dessus 0. Donc on sait qu'il a forcément deux racines. Donc c'est pas que delta, il ne faut pas se jeter systématiquement sur delta, parce que malheureusement beaucoup d'élèves partent sur delta, parce que effectivement si on n'a que la forme développée et qu'on n'a pas d'autres informations, évidemment que delta c'est intéressant. Mais parfois, on n'a pas la forme développée, ou deux, on a d'autres informations. Donc il faut être capable d'exploiter tous les types d'informations, notamment les relations entre le minimum et enfin entre le sommet de façon plus générale, parce que ça peut être aussi un maximum. Parce que par exemple, si on sait que le maximum est positif, donc c'est-à-dire le réciproque de ce que je viens de dire là, bah, si le maximum il est positif, forcément, ça veut dire qu'il était négatif avant d'arriver au maximum, et qu'il sera négatif après avoir dépassé le maximum. Donc il est passé deux fois par l'axe des abscisses, donc deux fois par 0, donc il y a bien deux racines. D'accord. Voilà, donc il y a plein de stratégies pour pouvoir déterminer les informations sur le trinôme du second degré. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question, j'ai montré toutes les techniques, j'ai fait les démonstrations à la résolution de l'équation du second degré. Voilà, factorisation de x puissance 7 moins 1, ben, c'est ce que je vous ai remontré avec le comment ça s'appelle, avec la somme des termes d'une suite géométrique. Pour les factorisations supérieures, on les verra en terminale, parce que c'est au programme de Math Expert, donc on le verra dans ce cadre-là. Voilà, cette vidéo commence à être assez longue, comme je l'avais dit, il y a beaucoup de calculs, il faut rentrer dans l'art, mais comme vous avez vu, il y a énormément de façons de voir les choses de point de vue plus graphique, géométrique, ça c'est exactement ce qu'on a étudié, hein, donc x carré moins la somme des racines, plus le produit des racines, hein, d'accord. Voilà, donc il y a énormément de calculs à faire, de calculs à voir, et ainsi de suite. Quand on verra les dérivés, on verra qu'on peut étudier ces fonctions-là d'un point de vue purement analytique avec la dérivation, et on retrouvera la forme canonique par la dérivation. Donc ces choses-là sont extrêmement importantes. Comme on l'a vu, il y a énormément d'applications dès que vous lancez un projectile sur une planète qui a une notion de gravité, ce qui est le cas de notre planète Terre et ce qui est le cas de beaucoup d'autres planètes, hein. Même sur la Lune, il y a une gravité. Alors évidemment, c'est pas la même, mais n'empêche que la trajectoire, elle fait pareil. Ok.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, pouce vers le haut, partagez, commentez, dites-moi si c'est clair, si le son il est bon, si les explications elles sont suffisamment détaillées ou au contraire trop détaillées, etc. etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt pour une prochaine vidéo.